Que serait Giscard d'Estaing sans l'avortement, Mitterrand sans l'abolition de la peine de mort et Hollande sans le mariage homosexuel. Donc en fait, on sait très bien que ces dispositions-là restent, elles sont très symboliques, elles sont très graves en réalité. Alors beaucoup de bourgeois, démocrates chrétiens trouvent que finalement, bon, c'est un sujet qui n'est pas si grave que ça, il faut mieux s'intéresser à l'économie, aux finances, à la dette, etc. En fait, ils méconnaissent ce type de disposition qui mine la société française de l'intérieur. La Fondation Jérôme Lejeune a maintenant un quart de siècle, puisqu'elle est née, a été fondée après la mort de Jérôme Lejeune, qui était le découvreur de la trisomie 21. Jérôme Lejeune est mort en 1994. Il était l'un des premiers généticiens de France. C'est lui qui a enseigné la génétique en médecine avec une chaire, le premier. Non pas qu'il eût inventé la génétique, mais il l'a enseigné aux étudiants en médecine le premier. Et il a eu une énorme consultation à l'hôpital Necker enfants malades. Il était le chef du service de génétique et il s'occupait en particulier des enfants trisomiques 21 qu'il connaissait bien puisqu'il avait trouvé l'origine de leur maladie. Jérôme Lejeune est mort assez jeune, il est mort à 67 ans, donc il était encore en activité de service, il avait encore une consultation. Et en fait, les parents, les familles des personnes touchées par la trisomie 21 étaient tellement désorientés, désappointés, puisque plus personne ne voulait s'occuper des personnes trisomiques, qu'ils nous ont écrit beaucoup, ils ont écrit à la famille, ils ont écrit à ses collaborateurs, et on a trouvé la meilleure solution qui était de faire une fondation pour continuer son œuvre scientifique et médicale. Donc on a recréé une consultation, on a une énorme consultation qui est sans doute la plus grosse, peut-être du monde, mais très certainement d'Europe. On a 10 000 personnes touchées par la trisomie 21 qui sont dans notre consultation. Et puis, on finance la recherche dans une perspective thérapeutique, parce que toute perspective thérapeutique n'est pas inaccessible. Et ce qu'on a réussi à faire, c'est à convaincre les chercheurs de continuer à chercher, parce que c'est une maladie qui présente énormément de difficultés, mais qui n'est pas sans lien non plus avec la bonne santé des gens qui ne sont pas handicapés. C'est-à-dire que si on fait des progrès sur la compréhension de la trisomie 21, on fera aussi des progrès sur la compréhension de pathologies qui nous touchent nous. Je donne juste un petit exemple. On sait, nous le savons, nous, à la consultation, qu'il y a très peu de femmes qui sont touchées, de femmes trisomiques 21, qui sont touchées par un cancer du sein. Très peu, très très peu, étonnamment peu. Et en fait, le jour où on comprendra comment et pourquoi ces femmes trisomiques 21 sont protégées du cancer du sein, vous imaginez bien que ce sera un progrès, non seulement pour elles bien sûr, mais également pour tout le monde. Voyez ? Et donc on essaye par ce système de pathologie croisée de voir quels sont les bénéfices qu'on peut tirer pour les principaux intéressés bien sûr, mais également pour les personnes dites normales. C'est la raison pour laquelle il ne faut jamais se désintéresser des plus pauvres et des plus faibles, parce qu'il y a toujours un avantage pour tout le monde, y compris pour l'ensemble de l'humanité. Le dispositif est couramment nommé la loi DPIA pour diagnostic préimplantatoire des aneuploïdes. Alors c'est un terme peut-être un peu compliqué à comprendre pour nos spectateurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit exactement ? Oui, alors là, on touche un sujet très particulier de la loi de bioéthique qui, malheureusement, n'a pas fait l'objet de beaucoup de commentaires ni de critiques dans la grande presse, justement en raison de l'apparente difficulté à comprendre tous ces termes. Il faut bien comprendre, mais on y reviendra peut-être, que dans la loi de bioéthique, le thème phare, ça a été la PMA, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes. On en dira peut-être un mot tout à l'heure. Mais c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. Pour ma part, j'ai toujours défendu l'idée, ce qui n'est pas une idée, c'est un fait, qu'il y a des dispositions qui sont beaucoup plus graves dans la loi de bioéthique que l'ouverture de la PMA à quelques femmes homosexuelles. Et parmi ces dispositions qui sont très graves, il y a en particulier ce fameux DPI-A. Alors le DPI, ça veut dire le diagnostic préimplantatoire. C'est une technique qui a été autorisée dès les premières lois de bioéthique, donc il y a déjà 25 ans, et qui permet, lorsqu'on fait une procréation médicalement assistée, une fécondation in vitro, de regarder, dans certains cas, les embryons qu'on va réimplanter, de les regarder avant la réimplantation pour s'assurer que ces embryons ne sont pas touchés par une pathologie qui mettrait leur vie en danger et qui ruinerait la procréation médicalement assistée parce que l'embryon, par exemple, ne s'implanterait pas. Donc il y a des cas de figure qui sont prévus par la loi dans lesquels on peut examiner l'embryon, faire un diagnostic préimplantatoire, c'est-à-dire en éprouvette, c'est-à-dire que c'est un technicien qui regarde les embryons qu'on va réimplanter et puis qui les trie, qui dit celui-là oui, celui-là non, celui-là oui, celui-là non. Donc c'est du tri. C'est permis dans la loi de bioéthique depuis déjà 25 ans, mais avec des conditions restrictives.
qu'est-ce qui se passe dans la loi d'aujourd'hui, qui est proposée au vote des parlementaires? C'est qu'en fait, on s'aperçoit, tout le monde s'aperçoit, que la PMA a des chiffres, des performances qui sont extrêmement faibles, et que pour améliorer les performances de la procréation médicalement assistée, qui est quand même une activité extrêmement rentable, il faut dire les choses comme elles sont, pour améliorer les performances, pour rendre en même temps l'acte de la PMA moins pénible pour les femmes, eh bien, on se dit il faut faire en sorte de ne réimplanter que des embryons qui ont des chances vraiment d'être viables et de pouvoir donner une grossesse qui va tenir jusqu'au bout. Ce qui était autorisé autrefois, c'était de rechercher une anomalie génétique dans la famille. Lorsque, par exemple, on avait affaire à une famille qui avait, par exemple, la mucoviscidose ou la myopathie, eh bien, cette famille avait eu un enfant, 2 enfants myopathes ou avec la mucoviscidose, et la loi permettait de rechercher cette pathologie-là, de manière à ne réimplanter à la femme qu'un embryon qui serait exempt de la mucoviscidose ou de la myopathie. Bon, je ne suis pas favorable à cette technique, mais il y avait une logique, si vous voulez. On recherchait une pathologie. Là, dans ce qu'on est en train de voter au Parlement, les performances étant très mauvaises, on dit, dorénavant, on ne va réimplanter vraiment que les embryons qui ont des chances de s'implanter. Donc, on va liquider, pardonnez-moi l'expression, tous les embryons qui sont imparfaits. Et parmi les embryons qui sont imparfaits, il y en a qui ont des aneuploïdies, c'est-à-dire des anomalies du nombre des chromosomes. Et la plus emblématique de ces pathologies, c'est la trisomie 21. Alors la trisomie 21, mais également la trisomie 13, la trisomie 18. La trisomie 21 est parfaitement compatible avec la vie, parfaitement compatible avec une grossesse. La trisomie 13 et 18, un peu moins, mais il y a des enfants qui naissent et qui vivent avec une trisomie 13 et une trisomie 18. Donc en fait, le but a été de dire, dorénavant, on fera du tri, de la traque. Le terme a été utilisé à l'Assemblée nationale. Il faut traquer les embryons imparfaits. Traquer les embryons trisomie 21, ça veut dire envoyer un message épouvantable aux familles qui ont donné naissance à un enfant trisomique 21, qui ne se porte pas si mal que ça, qui fait la joie de sa famille, et qu'on n'a pas de raison de stigmatiser de la sorte. C'est ça qu'on appelle le DPI-A, DPI diagnostic préimplantatoire, A comme aneuploïdie, et pour rechercher ces anomalies du nombre. Alors, ça va très loin parce que, si vous voulez, c'est dorénavant un droit à l'enfant parfait. C'est un droit à l'enfant en bonne santé. Si la procréation médicalement assistée est étendue à toutes les femmes sans critères d'infertilité, ce qui est le cas dans la loi qui serait votée, en tout cas dans les dispositions qui ont été prises par la Commission, ça veut dire qu'en fond, tout couple qui a recours à la procréation médicalement assistée peut demander à bénéficier de ce DPI-A pour ne pas avoir d'enfant trisomique 21. Ce qui va beaucoup, beaucoup plus loin que les dispositions qui avaient été votées il y a 25 ans, qui n'étaient déjà pas bonnes, qui étaient déjà eugénistes, mais qui étaient relativement limitées à une pathologie. Bon, et quand il s'agissait par exemple d'un simple critère d'infertilité des gens qui ont recours à la PMA parce qu'ils n'arrivent pas à avoir d'enfants spontanément, eh bien, il n'y avait pas forcément cette recherche d'une pathologie. Ils n'avaient pas forcément de pathologie, ces gens-là. Simplement, ils n'arrivaient pas à concevoir naturellement. Bon, maintenant, c'est complètement différent. On dit, mais attendez, là, il faut aller beaucoup plus loin. On élimine tous les embryons qui ont une sale tête, en gros, c'est une chasse aux faciès. Et c'est une disposition qui est extrêmement eugéniste, d'autant plus qu'elle est technicisée, si vous voulez. On va la faire par un robot. Donc, il n'y a plus, aucun affect. Et comme ça se passe avant l'implantation, la femme, en fait, on dit, finalement, elle ne le voit pas, elle ne le sent pas, elle n'en souffre pas. Donc ça va très loin et c'est une disposition qui est grave. Et bien évidemment, il y a eu des parents qui ont réagi à ça, et notamment cette maman à laquelle vous faites allusion. Alors vous l'avez dit, aujourd'hui, ce diagnostic qui est pratiqué lors des fécondations in vitro avant implantation, c'est sur les embryons d'un couple dont les médecins ont identifié que les enfants pourraient être porteurs d'une maladie particulièrement grave, voire mortelle. L'année dernière, il y avait eu un amendement qui visait à étendre ce diagnostic DPI-A qui avait été débattu en commission, mais il avait été rejeté. Absolument. Au vu des risques des dérives eugénistes que vous dénoncez aujourd'hui. Absolument. Il avait été rejeté à l'Assemblée nationale et il avait été rejeté au Sénat. Et je dois saluer ici, ça pourra peut-être surprendre les téléspectateurs, les auditeurs, mais je dois saluer la position de Mme Buzyn, à l'époque, quand elle était ministre de la Santé, qui s'était opposée personnellement à cette extension du DPI aux aneuploïdies. Et elle l'avait fait avec des arguments extrêmement convaincants, qui n'étaient pas du tout des arguments affectifs,
ou compassionnels, c'était des arguments scientifiques. Et en particulier, elle voyait très bien qu'à partir du moment où on ouvrait cette possibilité du diagnostic préimplantatoire pour les aneuploïdies à certains couples pour lesquels on accepte une PMA et un DPI, d'autres couples qui font une PMA mais qui n'ont pas droit à un DPI vont dire, mais attendez, alors il y en a qui vont à la PMA et puis qui ont un DPI qui permet de rechercher si on va attendre un enfant trisomique 21. Donc, ils éliminent le risque de la trisomie 21, mais nous qui allons à la PMA, alors on risque d'avoir un enfant trisomique. Donc, en fait, il va y avoir un risque inévitable d'extension du DPIA à tous les couples qui vont à la PMA, même sans DPI. Donc ça, Madame Buzyn l'avait vu, parce que ce n'est pas du tout les mêmes chiffres qui sont en cause. Les couples qui vont à la PMA avec un DPI pour une maladie génétique donnée sont assez peu nombreux, c'est peut-être 30 000 par an. Ceux qui vont à la PMA pour une infertilité plus générale, sans recherche d'une pathologie particulière, c'est 150 000. Quand il s'agit de faire un DPI-A, c'est une technique en plus qui coûte cher, ça va faire la fortune des laboratoires, mais c'est pas la médecine, c'est de la traque pour améliorer les chiffres de la PMA. Et ça, Madame Buzyn l'avait vu et s'était battue contre ça. D'autant plus que l'argument qui est invoqué par ceux qui sont favorables au DPIA, c'est de dire c'est pour éviter les fausses couches à répétition et faire en sorte que le parcours de PMA des femmes ne soit pas trop pénible. Et en fait, Madame Buzyn avait bien montré qu'il n'y avait aucune certitude scientifique, aucun argument de publication scientifique qui était présentable pour dire le DPIA supprime les fausses couches à répétition. Il y a des articles qui le disent, il y a des articles qui disent le contraire. Donc on est dans le doute, il n'y a aucune certitude, et donc c'est très prématuré et tout à fait dangereux d'aller dans cette direction-là. Et Mme Buzyn, je trouve, avait été très courageuse, parce que ce n'était pas forcément la position de sa majorité, ni des plus transgresseurs, ni des plus progressistes de sa majorité. Et au Sénat, le Sénat avait suivi aussi. Donc je trouve que c'était très encourageant. Pour nous, on était très contents. Nous, on est directement concernés par cette disposition, évidemment. Je rappelle que c'est une disposition, et ça fait des années et des années qu'un certain nombre de scientistes, je dirais, et de techniciens demandent cette transgression. Ça a été écarté dans la loi de 2011, mais c'est une demande qui est depuis très longtemps. On voit bien que c'est une demande eugéniste qui va dans le sens de dorénavant la procréation... c'est la PMA, quoi. Bon. Et puis, si on est citoyen responsable, on fait un DPI pour ne pas mettre à la charge de la société des enfants qui seront peut-être malades. Alors, pour être clair sur les dispositions de ce projet de loi, c'est uniquement pour l'instant à titre expérimental pour une durée de 3 ans. Voilà. Alors, Mme Buzyn, justement, avait réagi à ça. C'est aussi un argument qu'elle avait utilisé. Elle avait dit, ne soyez pas naïfs, quand on dit que c'était expérimental, l'expérimentation, après ça, elle est prolongée. Et voilà, c'est un temporaire qui est destiné à durer. On l'a vu pour toutes les transgressions. On commence par dire c'est expérimental pendant 3 ans ou 5 ans, puis après ça, on refera le point. Et au bout de 5 ans, les scientifiques arrivent en disant écoutez, vous voyez, ça marche très bien, on le fait, maintenant, allez, on légalise, et puis on va dans le droit commun, et c'est une disposition qui devient durable. Et Mme Buzyn l'avait dit aussi parmi ses arguments, je trouvais que c'était très bon. C'est évidemment pas du tout la position qui a été reprise par son successeur, M. Véran, qui d'ailleurs n'a pas participé à ce débat sur le DPI-A. Étonnamment, il n'était pas là. D'ailleurs, ça pose un problème parce que, vous le soulignez à juste titre, cette disposition avait été votée dans les mêmes termes par les deux assemblées, par l'Assemblée nationale et le Sénat, donc ça avait été refusé et par les députés et par les sénateurs. Donc on se demande par quelle magie, en fait, ça revient en deuxième lecture. Si la disposition avait été votée en des termes différents, évidemment, il fallait que ça revienne en deuxième lecture, mais ce n'était pas le cas. Et on n'a toujours pas compris pourquoi cette disposition était revenue. Enfin, si, on comprend pourquoi, c'est que derrière, il y a une pression absolument énorme pour faire passer cette disposition qui est, encore une fois, aussi une pompe à fric, parce que derrière, ce sont des examens multipliés par le nombre de femmes qui vont être concernées par les PMA, et ça fait monter, c'est des examens qui sont chers. Ça veut dire qu'il faut s'équiper, c'est des robots, c'est des laboratoires qui vont acquérir des compétences, etc. Donc en fait, derrière, il y a toute une économie derrière, il y a toute une filière de la PMA qui rapporte beaucoup. Et certains dénoncent même des possibilités de dérive, c'est-à-dire que là, il s'agit de diagnostiquer les trisomies. Demain, qu'est-ce que ça va être? Est-ce que ça peut être par exemple comme aux États-Unis où on diagnostique même le sexe pour choisir le sexe de son enfant? Vous savez, les États-Unis ont souvent malheureusement plusieurs années d'avance sur nous dans tous les domaines.
sur le plan social, sur le plan sociétal aussi. Et il est évident qu'il n'y a strictement aucune raison de s'arrêter à cette limite qui est aujourd'hui celle du sexe ou celle de la couleur des yeux. Il n'y a aucune raison morale. Il y a déjà bien des années, j'avais relevé dans un article de la grande presse, un médecin, mais il y a peut-être 20 ans de ça, c'était juste après la première loi de bioéthique, un médecin parisien, connu, français, qui disait, moi, quand une femme vient me voir et me dit qu'elle a eu que des filles et puis qu'elle voudrait un garçon par une PMA, je ne suis pas, moi, l'arbitre et le juge de ses souffrances, et par conséquent, je lui donne accès à la possibilité d'avoir une fille si elle avait eu que des garçons, ou un garçon si elle a eu des filles. Donc il faisait lui-même un choix sur le sexe, et je sais que ça se fait déjà, évidemment, bien sûr. Et ce sera légalisé probablement dans quelques années. Il n'y a aucun doute là-dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Pour être clair avec les spectateurs, non, pour le moment, c'est pas le cas. Il est noté clairement dans l'amendement que toute distinction de sexe, etc. Absolument. Vous avez raison. Est mise hors de propos. Alors que la France entre dans une grave crise économique liée aux conséquences du coronavirus, le gouvernement semble vouloir faire d'une priorité le vote de la loi dite bioéthique, avec un nouveau calendrier visant à faire tenir les débats en plein cœur de l'été. Comment est-ce que vous interprétez cette urgence de faire voter cette loi ? On a assisté à une mascarade sur le plan parlementaire, une mascarade de débat, et c'est une imposture sur le fond. Alors je vais revenir sur ces deux termes, mais vous insistez sur l'urgence. Je sais que plusieurs critiques, beaucoup de personnes l'ont critiqué sur cette précipitation, cette impatience, cette hâte à vouloir boucler absolument un débat sur la bioéthique, qui est quand même un sujet compliqué, délicat, etc., en disant, mais un peu gentiment et un peu avec naïveté au gouvernement, mais quand même, reprenez-vous, ressaisissez-vous, il y a quand même des priorités, on sort d'une pandémie, on rentre dans une crise économique et sociale, c'est pas sérieux, quoi. Et en fait, je ne partage pas ce point de vue. Je pense qu'il ne faut pas être naïf et que le vote de la loi de bioéthique est une priorité pour le gouvernement. C'est une priorité sociétale, car cette loi de bioéthique va introduire des changements extrêmement profonds dans la société française, en particulier avec la PMA, avec cette habitude de traquer l'enfant imparfait, etc. Et ça reste. On a bien vu que toutes les lois de société, les lois dites sociétales, elles restent. Et dans un article que j'ai fait paraître dans votre journal, j'ai dit de manière un peu ironique et cynique que serait Giscard d'Estaing sans l'avortement, Mitterrand sans l'abolition de la peine de mort et Hollande sans le mariage homosexuel. Donc en fait, on sait très bien que ces dispositions-là restent, elles sont très symboliques, elles sont très graves en réalité. Alors beaucoup de bourgeois, démocrates chrétiens, trouvent que finalement, bon, c'est un sujet qui n'est pas si grave que ça, il faut mieux s'intéresser à l'économie, aux finances, à la dette, etc. En fait, ils méconnaissent ce type de disposition qui mine la société française de l'intérieur. Et c'est pour ça que je pense que ça correspond au nouveau monde que M. Macron veut nous apporter. Cette France qu'il veut réinventer, c'est une France de la technique, c'est une France où du biopouvoir, du technopouvoir. On est là-dedans, en fait. Et je pense que c'est une volonté, ce qui ruine, effectivement, et c'est pour ça que je parle d'une mascarade parlementaire, ce qui ruine le débat parlementaire. On l'a vu, le débat dans la commission qui a eu lieu la semaine dernière, c'était en fin de semaine dernière, je ne sais plus, c'était jeudi, enfin c'était grotesque, enfin ils ont passé tous les amendements, toutes les difficultés à toute vitesse, on aurait dit une voie, vous savez les voies rapides là, pour présenter les pubs on n'y comprenait rien, les propos qui étaient échangés étaient vraiment d'un niveau extrêmement faible, quand on compare au Café du Commerce, le Café du Commerce, on dirait l'Académie française, à côté de ce qui s'est passé en commission. Donc c'était absolument indigne. Il y avait dans l'opposition pratiquement 4 peut-être parlementaires qui essayaient timidement de sortir un petit peu la tête de l'eau et puis de dire des choses sensées, mais c'était balayé par une sorte de consensus totalement infondé, déraisonnable, avec de la fake, du pathos. Enfin, c'était vraiment lamentable. Ça, c'était effectivement cette mascarade parlementaire. Et puis, sur le fond, c'est une imposture, parce que, comme je l'ai souvent expliqué, souvent dit, ces lois de bioéthique sont des lois... Vous savez, les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires, comme disait Montesquieu. Ce sont des lois inutiles qui n'ont d'autre but que de faire passer des transgressions pour le plus grand, pour flatter l'orgueil des scientistes. Ce n'est pas de la science, c'est du scientisme. Et derrière,
asseoir des intérêts financiers qui dépendent de ces nouvelles technologies. Voilà. Ces nouveautés techniques, technologiques, on dit attention, il faut les ouvrir au plus grand nombre, et donc on offre la possibilité à des braves gens comme vous ou moi d'avoir recours à la PMA, au DPI, etc. On dit mais ça existe, c'est remboursé par l'assurance maladie. Derrière, il y a énormément de flux financiers, beaucoup d'argent, et le seul but, c'est d'obtenir cette transgression-là et de rentrer dans ce fameux paradigme transhumaniste dans lequel on entre petit à petit déjà depuis des années. Dans mon papier, dans Valeurs actuelles, j'ai dit en fait le carré magique du transhumanisme, c'est faire, défaire, refaire, parfaire, l'humain. Faire l'humain à sa main, l'usiner, enfin c'est de l'usinage de l'humain, puisque finalement on peut faire des enfants totalement désaffiliés, sans lien avec un père et une mère, avec pas de père, avec deux mères. Bon, voilà, faire l'humain à sa manière, à sa façon, à sa main. Défaire. Quand il n'est pas correct, on le défait. Donc on peut défaire l'embryon, défaire le fœtus. Et la loi de bioéthique en porte également la trace, puisque la loi de bioéthique, cette fois-ci, va encore assouplir, libéraliser les conditions de l'interruption médicale de grossesse. Je rappelle que l'interruption médicale de grossesse, c'est l'avortement jusqu'au terme de la grossesse, que les gens ne savent pas. On pense que la loi Veil, c'est uniquement pendant 1 mois et demi. Non, la loi Veil, c'est également la possibilité d'avorter l'enfant imparfait jusqu'à 9 mois. Et même au-delà, des livres en témoignent, et pas des livres faits par des amateurs, mais faits par des professeurs de médecine. On sait très bien que quand un enfant trisomique est destiné à l'avortement et que l'avortement échoue, eh bien, ça se termine quand même. Faire, défaire, refaire avec justement la possibilité du tri préimplantatoire, refaire l'embryon avec un DPIA, on va éliminer les mauvais, on garde les bons. Et puis, parfaire l'embryon, c'est la quatrième poutre de ce carré magique du transhumanisme, le parfaire avec l'ouverture de la recherche sur l'embryon, l'ouverture à la transgénèse, c'est-à-dire la modification du patrimoine humain, s'il vous plaît, et puis également le chimérisme, la possibilité de fabriquer des chimères homme-animal. La modification du patrimoine humain, c'est quelque chose de très grave, hein. C'est-à-dire que quand on va modifier le patrimoine humain de l'embryon, les cellules embryonnaires étant toutes totipotentes ou pluripotentes, ça dépend du stade. Après ça, si l'embryon se développe, s'il est réimplanté, la modification du génome, elle se transmettra à la descendance. Et là, on ne sait pas du tout où on va. Donc c'est extrêmement imprudent, extrêmement dangereux d'aller dans cette direction. Donc tout ça est passé comme lettre à la poste à la Commission, et on espère bien sûr que, bon, le vote à l'Assemblée nationale, malheureusement, je n'ai pas beaucoup d'espoir, on espère que le Sénat se battra un petit peu comme il s'est battu d'ailleurs en première lecture. Je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, mais certains diraient que ces lois elles permettent aussi qu'il y ait moins de maladies, qu'il y ait moins de souffrances pour les familles. Est-ce que ça peut pas aussi, ces lois, apporter des choses positives à la société ? Oui, mais alors à quel prix ? On peut pas, c'est pas à n'importe quel prix. Et la fin ne justifie pas les moyens. Vous posez la question, la vraie question qui aurait dû être posée il y a déjà 25 ans, au moment de l'autorisation de la procréation médicalement assistée. Est-ce que la PMA est légitime ? Alors effectivement, je ne nie pas la souffrance des couples qui ne peuvent pas avoir d'enfants ou qui ont du mal à en avoir. On en connaît, et de plus en plus, semble-t-il. Mais l'important, c'est d'essayer de comprendre pourquoi ces couples souffrent d'infécondité ou d'infertilité. Et pourquoi ils en souffrent plus aujourd'hui que par le passé. Et ça, les efforts ne sont pas faits dans cette direction-là. Non seulement comprendre, mais commencer par comprendre ce qui se passe, pourquoi les couples sont moins féconds, moins fertiles que par le passé, et essayer d'apporter des remèdes scientifiquement pour essayer de guérir, de traiter ces infécondités ou ces infertilités. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait. On le sait très bien aussi avec les amitiés que nous avons, les enfants qu'on a. Eh bien, dès qu'il y a un problème d'infertilité ou d'infécondité dans un couple, très souvent, on renvoie tout de suite en disant écoutez, voilà, bon, ça fait 1 an que ça dure, ça ne peut plus durer, donc PMA, proposition de PMA. Et la proposition de PMA vient généralement beaucoup trop tôt et sans qu'on ait fait le nécessaire pour essayer de trouver la véritable cause de l'infécondité ou de l'infertilité. Donc fabriquer des enfants in vitro, c'est quand même une vraie question. Cette question-là, elle a été évacuée. Est-ce qu'on a le droit de séparer la sexualité de la procréation et de faire de la procréation uniquement une technique et de faire de la sexualité uniquement un jeu ? Dans l'espèce humaine, les deux sont liés, la sexualité et la procréation. Et ce n'est ni un jeu ni une technique, c'est quelque chose de parfaitement unifié. Lorsqu'on sépare les deux,
eh bien, on absolutise la sexualité, on absolutise la procréation. La procréation devient une finalité indispensable et purement technicienne. Et puis, la sexualité devient à peu près n'importe quoi. Moi, je pense, et je le dis parce que personne ne le dit, ou pas grand monde ne le dit, je pense que la procréation, la séparation de la procréation et de la sexualité est une mauvaise chose pour les gens, une mauvaise chose pour nous, une mauvaise chose pour les parents, une mauvaise chose pour tout le monde, parce que derrière cette technique, il y a une instrumentalisation de l'être humain, une instrumentalisation de l'embryon, parce qu'on sait très bien, comme je l'ai dit tout à l'heure, que ça ne marche pas bien, et que par conséquent, il faut faire de la stimulation ovarienne, ce qui n'est pas sans danger, fabriquer des embryons, les trier, les congeler, les décongeler, les réimplanter. Lorsqu'on en a réimplanté trop, on en enlève. C'est n'importe quoi. Et puis après ça, s'il en reste, on les recongèle. Après ça, au bout de 5 ans, on demande à la femme, est-ce que vous voulez garder? Est-ce que vous voulez donner à la science? Est-ce que vous voulez donner à notre couple? Il y a cette espèce de gymnastique insupportable qui est le témoignage du peu de considération que nous avons de l'être humain dans sa forme la plus jeune. Par conséquent, je dis, je ne suis pas le seul à le dire, mais je le dis parce que malheureusement ce n'est pas dit aujourd'hui, la procréation médicamenteuse assistée n'est pas une bonne chose et ne rend pas service en réalité au couple. Je dis ça avec un certain sérieux parce que quand on a parlé de la PMA, la fameuse PMA sans père, beaucoup ont dit « Ah oui, mais la PMA sans père, c'est pas bien, il faut revenir à la PMA tout court ». En fait, la PMA sans père, elle est permise, la PMA pour toutes, elle est permise parce que la PMA existe. Et donc, on considère que c'est simplement une dérive et qu'il faut revenir sur le cap. Mais le cap de la PMA est un mauvais cap. Donc, en fait, c'est un peu comme un nœud coulant. Si on se met à se référer à des principes au nom desquels on autorise des dérives, c'est-à-dire si on revient à la PMA donnera toujours la possibilité de faire de la PMA sans père, de la PMA pour toutes, pour tous, et pour n'importe qui, et pour n'importe quoi. Donc j'appelle à une véritable réflexion, c'est pas pour demain, ni pour après-demain, mais je pense qu'il y aura une véritable réflexion sur la PMA et toutes les conséquences que ça va avoir, parce que cet éclatement de la filiation et cette instrumentalisation de l'être humain avec des profits dont on ne parle pas beaucoup, est une mauvaise action. Finalement, ce que vous décrivez, la procréation sans sexualité, c'est ce que l'homme fait aussi dans l'élevage pour les animaux. Aujourd'hui, tout se fait par éprouvette. Est-ce que finalement, c'est vers cela qu'on se dirige, vers le fait que l'humain devienne un produit comme un autre? Mais ce que vous dites est très intéressant parce qu'il faut se souvenir que le premier enfant qui a été conçu par PMA en France a été fait avec le professeur Friedman, gynécologue, et Jacques Testard, qui est un biologiste et qui s'est beaucoup occupé de l'élevage animal. Et il le dit lui-même. Alors, Friedman est resté, lui, très PMA, et Friedman, lui, au contraire, a dit « Mais attendez, là, ça va beaucoup trop loin, j'arrête, je ne veux plus faire ça ». Et il a été très critique par rapport à toutes ces dérives dont nous parlons là. Et Testard dit lui-même qu'on a fait appel à lui parce qu'il était vétérinaire. En fait, en gros, parce qu'il savait faire de l'élevage. Et c'est exactement ça. La PMA, c'est une transposition de techniques vétérinaires dans l'espèce humaine. On le savait le faire depuis déjà des années chez les animaux, et on le fait maintenant. On trouve que c'est aussi bon pour l'espèce humaine. C'est exactement ça. Vous avez parfaitement raison de le dire. Et ça correspond avec l'évolution philosophique ou la décrépitude anthropologique que nous connaissons, à savoir que de toute façon, on gomme maintenant la différence entre l'homme et l'animal. Et qu'au fond, on est tous des animaux à un degré plus ou moins complexe. Et ce qui est bon pour les animaux, nous sommes dans ce grand bouillonnement du vivant, avec l'évolution. Nous sommes un produit d'évolution qui vient après les animaux, mais au fond qui se rattache aussi tout à fait logiquement aux animaux. Et donc, au fond, ne faisons pas de mal aux animaux, et ce qu'on applique à l'animal, appliquons-le aussi également à l'être humain. C'est la dérive transhumaniste classique à laquelle nous assistons depuis déjà des années. Pour revenir à des questions plus politiques, Emmanuel Macron avait affirmé qu'il ne légaliserait jamais la GPA au cours de son quinquennat. Cependant, certains, comme par exemple Ludivine de la Rochère de la Manif pour tous, affirment que par une stratégie des petits pas, celui-ci ouvre la voie à la légalisation de la GPA dans les années à venir. Est-ce que c'est aussi votre opinion? Oui, c'est une évidence. À partir du moment où on a autorisé la PMA pour toutes, c'est-à-dire des enfants donnés à 2 femmes, il n'y a pas de raison de ne pas donner des enfants également à 2 hommes. Il y aura une inégalité de traitement entre les deux. Et à partir du moment où on a consacré le mariage homosexuel,
Le mariage homosexuel, c'est 2 hommes et 2 femmes. Donc, je veux dire, ils ont droit, entre guillemets, aux enfants de la même manière. Donc, la technique pour les hommes, c'est la GPA. Donc, évidemment, on ira. Et le signe qu'on y va déjà, c'est que la jurisprudence est, semble-t-il, déjà dans cette direction-là. Et puis, qu'il est proposé, dans le projet de loi, de pouvoir retranscrire à l'état civil déjà des actes judiciaires qui sont notés dans les pays où ils font de la GPA et qui notent les noms de ceux qui passent commande, enfin des 2 pères. En réalité, en gommant finalement le nom de la mère. Et si on transpose ces actes-là, qui sont une fiction et qui sont un mensonge, évidemment, en droit français, on a la GPA. Voilà. Même si elle n'est pas autorisée explicitement. Et on voit bien aujourd'hui qu'un certain nombre de showbiz on fait des GPA, ils n'ont jamais été inquiétés. C'est pourtant illégal. Bon. Ils sont même starifiés, mis en une de magazine. Voilà, et ils font des unes et des livres. Bon. Donc malheureusement, on y va, oui. D'un point de vue peut-être plus philosophique, quel regard vous portez sur toutes ces lois successives qui visent, selon leurs défenseurs, à améliorer le vivant? Améliorer l'humain? Le vivant, oui. Le vivant, oui, c'est ça, oui. Mais c'est une question qu'il faut se poser. J'ai le privilège, j'en tire aucune gloire, mais j'ai le privilège d'avoir suivi les 3 lois de bioéthique, enfin, depuis le début, celle de 1994, celle de 2004, celle de 2011, maintenant la 4e, celle de 2020, sans parler de celle de 2013 et celle de 2016, qui n'étaient pas de loi de bioéthique, mais qui ont modifié aussi les choses. Et en fait, on voit très très bien l'évolution depuis 25 ans. La première loi de bioéthique, je l'ai suivie avec Jérôme Lejeune, était encore vivant. Et donc, je me suis imprégné de la vision qu'il avait déjà. Et déjà à l'époque, lui, il parlait déjà de PMA, il parlait déjà de GPA. On le prenait évidemment pour un fou, mais 25 ans plus tard, c'est dans la loi, pratiquement. Alors, je crois qu'il faut vraiment comprendre la philosophie qui anime ces lois. Et on a voulu y voir, et encore, parmi ceux qui critiquent même les dispositions dont on vient de parler, il y a des gens qui disent mais revenons à l'esprit des lois de bioéthique françaises du début, celle de 1994 qui était très bien, mais elles n'étaient pas très bien du tout, ces lois de bioéthique. Et malheureusement, elles ont été saluées dans une sorte d'unanimisme naïf, démocrate chrétien, c'est très gentillet. Mais ces lois ont été mauvaises depuis le début. La première loi de bioéthique, celle de 1994, elle n'avait pour but que d'autoriser la procréation médicamenteuse assistée. C'est tout. Bon, et puis après ça, la deuxième, celle de 2004, avait pour but d'autoriser la recherche sur l'embryon pour 5 ans. Et puis celle de 2011, d'autoriser la recherche sur l'embryon ad vitam aeternam, etc. Bon. Donc en fait, toutes ces lois ont eu une finalité extrêmement précise qui n'avait rien d'une orientation claire et nette vers le bien commun de nos concitoyens. Moi, je voudrais résumer, en fait, en 3 mots, ce que les lois de bioéthique ont modifié sur le plan philosophique. Elles ont modifié la définition de l'enfant. Dès le début, dès 1994, avec Jean-François Mattei, on a parlé de projet parental. À partir du moment où vous définissez l'enfant comme un projet parental, un projet, ça se poursuit, ça s'interrompt, ça s'améliore, ça se diffère. Bon, vous voyez, projet parental. Si on n'est pas d'accord sur le projet, si on n'est plus d'accord sur le projet, on arrête et on fait autre chose. Les lois de bioéthique ont modifié ensuite la définition de la loi. On a beaucoup parlé, et dès le début, de l'encadrement des dérives. C'est terrible ce terme-là, encadrement des dérives. J'ai beaucoup utilisé ce terme en disant, en fait, même quand on transgresse, on met un cadre. Et puis on dit, on a mis des limites, on a mis des bornes, on a mis des garde-fous. Et en fait, on encadre, on prend la dérive, une dérive, voilà, c'est-à-dire qu'on fait des trucs qui sont illégitimes, illégaux. On dit, ben voilà, bon, finalement on le prend, on met un petit cadre, puis après ça on dérive avec le cadre d'année en année. Et en fait, l'encadrement des dérives, ça revient à donner plus de droits à celui qui viole la loi qu'à celui qui veut la respecter. Et ça, on le voit en particulier avec les inégalités, ce qu'on appelle les inégalités fécondes. C'est une terminologie de gauche très glorieuse. En fait, les inégalités fécondes, c'est en gros poser un acte révolutionnaire, poser un acte illégal, y compris dans le domaine bioéthique. Ben voilà, on fait de l'avortement alors que c'est interdit, on fait de la PMA alors que c'est interdit, on fait de la PMA pour toutes alors que c'est interdit. Voilà, c'est une égalité. Après ça, on en fait de la pub parce que de toute façon, bien sûr, c'est relayé par des médias qui ne demandent que ça. C'est porté par une pointure du monde scientifique.
Et puis après ça, le lobbying faisant son office, c'est présenté sous forme de propositions de loi, d'amendements, etc. Et ça passe. Donc en fait, cette définition des inégalités fécondes et de la dérive encadrée, en fait, c'est dire il y a une prime pour celui qui transgresse. Parce que transgresser, ça veut dire progresser, en fait. Il y a une égalité entre progresser et transgresser. Une égalité qui n'est pas démontrée d'ailleurs. Toute transgression n'est pas un progrès, évidemment. Et tout progrès ne nécessite pas une transgression. Et puis la troisième modification forte sur le plan anthropologique, c'est d'avoir distingué, et cela dès le début de la première loi de bioéthique, personne n'a vu ça à part Jacques Testard et moi. En 1994, le projet de loi, la loi votée a été soumise au Conseil constitutionnel, comme d'habitude, et le Conseil constitutionnel a distingué les embryons in vitro et les embryons in utero, en accordant aux embryons in utero évidemment une protection complète. Les embryons in utero réimplantés sont des embryons précieux, ce sont des grossesses désirées, précieuses, etc. En revanche, l'embryon in vitro n'est pas justiciable du respect et de la protection que l'on doit à l'être humain dans sa forme la plus jeune. Donc en distinguant ces deux types d'humanité, on a créé les surhommes et les sous-hommes. Les sous-hommes, c'est les embryons in vitro, dont on peut faire ce qu'on veut, et en particulier de la recherche sur l'embryon en le détruisant. Et ça ouvre un champ au technopouvoir et au biopouvoir absolument considérable, parce que sur l'embryon vaut moins cher qu'une souris de laboratoire. Et aujourd'hui, c'est ça. Il y a des recherches sur l'embryon qui utilisent 70 à 150 embryons. Pas cellules embryonnaires, embryons. Bon. Nous les avons, pour certaines d'entre elles, attaquées d'ailleurs devant les juridictions administratives, avec des succès divers, malheureusement, parce que ce sont des projets qui sont des projets de recherche qui sont illégaux, mais qui sont poursuivis sans aucun problème. Et voilà, je cite par exemple un projet, c'est important que les téléspectateurs le connaissent, l'enfant à 3 parents. L'embryon a 3 patrimoines génétiques, il est en expérimentation aujourd'hui dans une équipe de Necker. Bon, c'est absolument illégal, parce que c'est une triple transgression. On utilise du clonage, on utilise de la transgénèse. Bon, en fait, c'est typiquement une illégalité féconde, et avec les dispositions qui sont en discussion aujourd'hui dans la loi, eh bien, ce qui est aujourd'hui une transgression deviendra légal après-demain, une fois que ce sera voté. Alors nous, entre-temps, on l'a attaqué devant les juridictions administratives, mais c'est une course de vitesse, si vous voulez. Nous, on attaque cette recherche devant les juridictions. On demande aux juges, on n'attaque pas les chercheurs, on dit aux juges, est-ce que cette recherche-là, elle est légale? Est-ce qu'elle est conforme à la loi de bioéthique de 2011? Bon, on attend que le juge réponde. Entre-temps, la loi de bioéthique nouvelle se met en marche, et on va légaliser ce qui est aujourd'hui illégal, et qui sera demain légal, avant même que le juge se prononce. Voilà, et c'est comme ça en permanence. Donc ça jette un certain flou et une certaine ombre sur le fonctionnement démocratique de notre pays quand même, il faut le dire. Une dernière question qui m'est venue lorsque je vous écoutais développer ces sujets. L'une des institutions qui aurait pu un peu freiner tous ces dérives eugénistes, transhumanistes, ça aurait été l'Église. On voit d'ailleurs à chaque projet de loi de ce type, certains représentants de l'Église venir en plateau, mais c'est presque devenu du folklore. Est-ce que toutes ces dérives sont aussi dues, selon vous, à la sécularisation de la société française? Je le crois profondément. Alors, en commençant par préciser que ces questions de bioéthique ne relèvent pas du domaine de la foi. On est bien d'accord. Ce n'est pas des questions de foi. L'Église, lorsqu'elle dit qu'il faut respecter l'embryon, ne fait que répéter ce que disait Hippocrate 400 ans avant Jésus-Christ. On est dans le droit naturel. On sait très bien que l'embryon humain est la forme la plus jeune de l'être humain. C'est dans le dictionnaire. Ce n'est pas l'Église qui l'a inventé, ce n'est pas le pape qui oblige à y croire, ce n'est pas dans le credo de respecter l'embryon. Mais c'est le respect du prochain qui fait partie de la morale commune. Et voilà. Et jusqu'à présent, il n'y avait pas besoin d'être chrétien pour adhérer à tout ça. Il se trouve que dans le désert philosophique dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est vrai que ceux qui auraient vocation à défendre le droit naturel, à défendre les principes ontologiques les plus basiques, ce seraient les chrétiens bien formés. Mais encore une fois, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour défendre l'embryon. Il ne faut surtout pas en faire une question de foi. Ça n'est pas une question de foi. Il y a des gens qui sont juifs ou musulmans ou athées ou francs-maçons et qui défendent le respect de l'embryon aussi. Voilà.
Donc les chrétiens devraient le faire plus que les autres. En fait, on s'aperçoit qu'ils ne le font pas beaucoup plus que les autres. Pour des quantités de raisons. Je pense en particulier que ce que Jean-Paul II avait dit dans une encyclique qui s'appelait l'encyclique Evangelum Vitae, qui n'était pas du tout dogmatique, mais qui rappelait le respect que nous devons à notre prochain, quel que soit son âge, sa santé, ses caractéristiques physiques, etc. Et dans lesquels il pointait toutes les dérives dont on vient de parler, déjà, il y a 25 ans, n'a pas du tout été... n'a pas rayonné en France, on n'en a pas du tout parlé. Et je pense que l'Église de France a loupé un moment important de pastoral, parce qu'elle aurait pu expliquer aux gens que la PMA, c'était potentiellement quelque chose de très dangereux, de très risqué pour l'avenir de notre société, et qu'il fallait quand même réfléchir 2 fois avant d'y aller. Et or, ça, c'est pas du tout passé. Et aujourd'hui, la PMA est devenue un produit de consommation pour tout le monde, toutes religions confondues, hein. Donc je trouve que l'Église de France a loupé une marche à ce moment-là. Maintenant, c'est extrêmement difficile de revenir sur toutes ces questions-là. Alors, encore une fois, je ne vise personne en particulier. Je pense simplement que les positions collectives, collégiales de la conférence des évêques de France sont souvent beaucoup trop légères et pas convaincantes, si vous voulez. Voilà. Après ça, il y a des évêques qui sont très courageux, qui disent les choses, des curés qui sont très courageux, qui expliquent les choses, qui philosophiquement... qui sont tout à fait calés. Mais je pense que l'institution elle-même n'a pas été à la hauteur de la situation. En plus, il y a toujours cette tentation d'être dans un discours très iréniste, en disant la vertu du dialogue, la vertu de... voilà, faisons confiance à nos parlementaires, sans réaliser que sur cette question-là, c'est une guerre. Et la politique, c'est une autre manière de faire la guerre. Bon. Et c'est un rapport de force. Donc il ne s'agit pas de faire confiance à, on voit qu'on ne peut pas faire confiance aujourd'hui à la représentation nationale pour tenir un discours rationnel sur toutes ces questions-là. Donc ça ne sert à rien de dire faisons confiance, essayons d'avoir un dialogue apaisé. Non, moi ce que je ne souhaite pas du tout qu'il y ait un dialogue apaisé sur cette question-là. Ce sont des questions qui sont beaucoup trop graves pour qu'on se permette d'avoir un dialogue apaisé. Le dialogue devrait être beaucoup plus vif qu'il ne l'est aujourd'hui. Donc je trouve que voilà, c'est un peu insuffisant. Heureusement, il y a des associations, des institutions qui essayent de bien faire. Mais je regrette effectivement que tout l'apport anthropologique que l'Église aurait pu apporter, encore une fois, je dissocie bien, on n'est pas dans le domaine de la foi, mais l'apport anthropologique que l'Église aurait pu apporter, elle ne l'a pas apporté en temps et en heure, c'est-à-dire pas aujourd'hui, mais il y a 25 ans, il fallait le faire. Et c'était possible. Il y avait déjà des documents qui existaient et qui montraient, qui annonçaient déjà tout ce qui se passe aujourd'hui, de même qu'il y a 25 ans ou 30 ans, Jérôme Lejeune parlait déjà de tout ce qui allait arriver aujourd'hui. Et on a négligé tout ça en disant mais non, faire confiance, le progrès, la souffrance des uns et des autres, etc. Non, là on est sur des questions de principe, si vous voulez. On est dans une société où on va fabriquer des bébés en éprouvette qu'on va mettre sur étagère, chacun va venir se servir, et on ne dit rien, et personne ne dit rien. C'est beaucoup plus grave que bien d'autres dispositions sanitaires qui vont être votées, qui sont utiles, mais ça on ne peut pas passer sans ne rien dire. Et c'est pour ça que je trouve qu'il faut revenir à des choses simples. C'est une guerre contre l'humain, c'est une guerre contre l'être humain. Malheureusement, ce gouvernement-là veut mener cette guerre-là. Eh bien, il faut qu'il trouve aussi quelques résistants sur son chemin. C'est ce qu'on essaie de faire. Je vous remercie, Monsieur Lemainet, d'avoir accordé cet entretien à Valeurs d'Action.